Hello les amis, bienvenue dans cet épisode actualité numéro 9 de cette année 2025. Et oui, le temps passe, la saison avance, on est même un peu bousculé. Vidéo qui viendra compléter les épisodes précédents sur la réflexion de l'usage des produits phytosanitaires que nous avions fait par exemple il y a 3 semaines. Vidéo qui fera aussi écho à plusieurs épisodes que nous avons fait sur le sujet de l'usage des produits phytosanitaires, notamment lorsque nous nous interrogions l'année dernière si vraiment on pouvait réduire l'usage des produits phytosanitaires en France en 2024. Alors qu'en est-il vraiment en 2025 avec cette année climatique plutôt particulière? Alors pendant que beaucoup d'exploitants agricoles se disent à jour, ont une traçabilité immaculée et remplissent leur déclaration PAC avec le sourire, d'autres agriculteurs, eux, observent, se questionnent, réfléchissent, s'interrogent sans cesse avant d'agir et se demandent d'ailleurs toujours s'ils ont bien agi. Quand les exploitants agricoles se sécurisent en intervenant sur leur culture à des stades bien précis, c'est millimétré. Dans le meilleur des cas, dans des bonnes fenêtres météo d'intervention, et dans d'autres cas, carrément sans se préoccuper, en pleine journée et quelles que soient les conditions. Rien à faire. Je fais une croix, je suis à jour. Et puis t'iras y venir. Comment que tu veux que je fasse autrement? Quand des cultivateurs, eux, ne sont toujours pas intervenus sur leur culture, n'observant pas de développement des maladies, ou parfois sont intervenus parce qu'il y avait nécessité de le faire, ont laissé des témoins non traités et observent que ces témoins non traités n'évoluent pas en termes de maladies. Et donc s'interrogent s'il est vraiment nécessaire d'accompagner la culture par des protections phytosanitaires vis-à-vis des maladies, des fongicides. Il y a la même réflexion vis-à-vis de certains désherbages, avec des produits qui parfois nécessitent des sols humides ou de la pluviométrie suffisante pour bien fonctionner. Donc on va essayer de parler de tout ça dans cette vidéo. Où en sommes-nous aujourd'hui ? Pour d'autres, il n'y a eu carrément aucune intervention car rien ne le nécessitait et surtout, l'intervention phytosanitaire s'est faite par le climat qui a eu un rôle sur les maladies. Donc je vous propose de vous parler de tout ça et on fera aussi un petit peu de réflexion et de philosophie dans cet épisode. Donc vous voyez, ça va être assez intense. Alors si vous êtes intéressé par l'ensemble de ces sujets, vous êtes les bienvenus sur la chaîne Sam Agriculteur Indépendant. Et Sam c'est moi et en route. Alors avant de partir sur la partie technique de cette vidéo, où on va parler de l'état sanitaire que l'on observe sur le terrain, nous, par nos tours de plaine, par notre grande quantité d'essais encore cette année, avec nos témoins non traités, les évolutions des maladies, bref, ce que l'on voit dans la moitié nord de la France, c'est-à-dire au-dessus de la Loire, il faut être honnête, et aussi par le retour de nos partenaires d'autres régions qui observent et qui essayent justement d'intervenir que si réellement il y en a la nécessité, avec les bons choix de produits, les bonnes conditions d'application, etc., eh bien, on va voir ce que l'on peut encore espérer pour cette fin de saison. Où est-ce qu'on en est réellement vis-à-vis de ces fameuses maladies et de toutes les alertes qui vous entourent et qui nous menacent au final, je crois, pour l'avenir. Ces SMS, ces pressions orales, verbales, ces écrits dans les journaux, bref, tout ce qui contribue à déconnecter l'agriculteur de sa vraie réalité, de celle que lui devrait connaître et observer au quotidien. Alors avant de vous parler de ça, j'aimerais vous parler un petit peu de moi, de ma philosophie vis-à-vis du monde, de mon fonctionnement, pour justement qu'on se comprenne bien, parce que je voudrais pas qu'il y ait d'incompréhension entre nous, c'est important. Alors vous dire déjà que j'ai été élevé en grande partie par mes grands-parents, sur une grande partie de ma vie après l'adolescence, j'en avais parlé au tout début de la chaîne, qui m'ont transmis la valeur fondamentale de leur éducation, la principale, la valeur du travail. Le travail demande du courage, c'est clair, de l'abnégation et dans certains métiers, un abandon de soi. Et je crois que le métier d'agriculteur, quand on veut le faire à 100%, demande une forme d'abandon de soi. Et c'est bien ça qui est difficile dans la société actuelle. Le travail nous apprend l'effort, l'humilité, la réussite et l'échec. Et on peut aussi s'épanouir en grande partie grâce à ça et grandir. On s'améliore, on devient meilleur. Et si on travaille encore davantage, jusqu'à parfois l'épuisement, on peut exceller dans son domaine. Je connais personne qui est bon, comme on dit, ah, celui-là il est bon, sans travail. Personne. Cet abandon de soi a un prix et vous le vivez pour certains d'entre vous. En s'oubliant pour un objectif, une cause, des principes, on peut finir par passer à côté de beaucoup de choses. Ces choses dont on se rend compte plus tard avec l'âge
qu'elles étaient au moins aussi importantes que le travail. Alors, je n'ai pas de conviction. Et je pense que c'est important. Vous avez beaucoup de gens, par exemple, je pourrais vous dire, moi, par exemple, que je suis soumis à beaucoup de réflexions, de commentaires, de jugements, de conseils. C'est normal pour quelqu'un qui s'expose. Ça fait partie du jeu. Beaucoup me disent, par exemple, qu'ils sont convaincus par ceci ou cela, me parlent de philosophie, de conviction. D'autres me parlent de valeurs, de coopération, de syndicalisme, etc., etc. Valeurs, d'ailleurs, entre guillemets, dont on nous matraque le cerveau à longueur de journée avec ces discours. Je suis en adéquation avec mes valeurs, mais si vous regardez bien, ces gens-là ne définissent jamais leurs valeurs. Ils ont des convictions qui correspondent à des valeurs. Alors, il y a un philosophe du début du siècle qui disait par exemple que l'existence de convictions chez l'homme est un signe de sous-développement intellectuel. Elles ne font que compenser son incapacité à comprendre rapidement et exactement tel ou tel phénomène de la réalité concrète. Ce sont des idées permettant de réagir a priori dans des situations concrètes sans en comprendre le caractère concret. L'homme à conviction est souvent rigide, dogmatique, assommant et comme il se doit, stupide. Et le plus souvent, les convictions, en réalité, n'ont aucune incidence sur la vie réelle de personne. C'est une réalité. Elles ne font qu'enjoliver les vanités, jusqu'à justifier les consciences les plus troubles et masquer la sottise. Ça a plus de 50 ans, cette histoire-là. Alors, heureusement que l'on a eu des grands-mères, disait Baudelaire, mais c'est vrai que l'éducation par mes grands-parents m'a apporté d'autres choses qu'on ne retrouve peut-être pas forcément aujourd'hui dans notre société. En travaillant dur, par exemple, on n'a pas le temps de réfléchir à ses conditions. Ça, c'est vrai. Je pense que beaucoup d'agriculteurs n'ont pas le temps de s'interroger s'ils ont assez de temps libre, etc., etc. Ils sont dans l'action, ils ont une nécessité du quotidien et de la nature qui les pousse sans cesse à toujours être dans l'action du travail. Et parallèlement à tout cela, d'autres ne travaillent pas beaucoup ou ne travaillent même pas du tout. Par contre, ils ne pensent qu'à leurs conditions toute la journée. Et ça, c'est le paradoxe du monde agricole vis-à-vis de tous les autres métiers, qui sont plutôt dans une réflexion de temps libre, de qualité de vie, de ceci, de revaloriser leur prix de vente, etc., etc. Ce que l'agriculteur ne peut pas toujours faire. Alors finalement, l'intelligence des êtres, l'intelligence des situations, c'est l'apanage pour moi des personnes âgées. Et lorsqu'on peut avoir cette transmission-là, de vos grands-parents, de nos parents, dans certains cas, eh bien, ça s'appelle l'expérience. Comme je le dis souvent, c'est Frédéric Thomas qui disait ça, mon cher ami Frédéric, qui disait l'expérience, c'est le filtre de la connaissance. Et ça, c'est important. Alors quand parfois certains me disent, ou je lis des commentaires impolis sur d'autres réseaux, « Oh, bah celui-là, il sait tout, etc. » Alors non, je ne sais pas tout, loin de là. Mais par contre, j'essaye de tout faire pour en savoir le maximum parce que je suis curieux au quotidien, que je veux toujours comprendre par moi-même et je sais que beaucoup d'entre vous sont comme ça. Alors dans un monde qui se rabaisse, qui se diminue au niveau intellectuel, en tout cas, on assiste à ça, c'est une réalité. Après, on peut ne pas l'accepter, mais c'est quand même bien ce qu'on voit. Les choses sont pas toujours comme on voudrait qu'elles soient, mais c'est un constat et ça s'arrange pas avec le temps, avec l'assistance qu'il y a autour du monde agricole. Mais les agriculteurs eux-mêmes aussi veulent de la facilité. Et la facilité n'amène pas toujours les bonnes réflexions, le bon niveau de réflexion, le bon niveau qui fait qu'on fait le mieux possible avec le moins et notamment vis-à-vis du respect de la nature. Et ça va être le sujet de cette vidéo. J'ai quand même le sentiment aujourd'hui qu'une partie des exploitants agricoles s'en fout complètement. C'est une réalité. Pendant que certains agriculteurs constatent leur culture en train de se déprécier du fait du manque de pluviométrie, ils n'ont pas de solution de rechange. Dans les régions intermédiaires, ils vont encore faire une moisson moyenne, voire mauvaise si ça venait à perdurer. D'autres régions, beaucoup plus faciles, beaucoup plus aisées, ont coché les cases des interventions, sont en train d'ensiler leurs cives pour les mettre dans leurs méthaniseurs, car ils ont pu développer des méthaniseurs sous des bâtiments avec des panneaux solaires, ils ont du beau matériel, et ils sont prêts à ressemer un maïs ou une autre culture avec de l'irrigation, et donc justement toujours plus, avec parfois de l'argent public, notamment dans toute l'Île-de-France où Madame Pécresse et d'autres distribuent allègrement beaucoup d'aides, quand dans ces régions intermédiaires, ils restent sans solution de rechange, avec tous les jours de nouveaux problèmes qui arrivent. Donc c'est quand même important de constater tout ça, et je vous dirais que dans tous les métiers, les plus concernés, les plus déprimés parfois par la situation actuelle, sont les éléments souvent les plus performants, les plus passionnés, ceux qui feraient
cette agriculture dont on parle, le fameux défi de demain, sans doute plus en adéquation avec la réalité et non pas sur un paravent environnemental. C'est le point commun que l'on peut observer entre les agriculteurs lucides et qui se posent beaucoup de questions, comme des artisans ou des salariés qui sont dépités et qui s'interrogent tous les jours sur le fait de continuer dans la direction actuelle. Est-il normal d'avoir beaucoup d'agriculteurs qui, à 50 ans, à 40 ans, s'interrogent s'ils veulent vraiment continuer? Et c'est pas toujours une histoire de finance, loin de là. C'est plus une histoire de fonctionnement. Et ce qu'on va parler dans cette vidéo de la protection, notamment des cultures, des interventions phytosanitaires, peuvent nous laisser les bras tomber et se dire, mais ce coup-là, on est réellement foutu. À l'inverse, les convaincus des défis de demain, vous savez, vous les connaissez, des intérêts de la filière et de la nécessité de produire sont heureux. D'ailleurs, ils profitent des ponts et sont à jour. Voilà. Alors écoutez, maintenant on va parler un peu de l'état sanitaire des cultures pour justement peut-être vous rassurer pour ceux qui font partie de ces cultivateurs, de ces agriculteurs qui se posent des questions et qui essaient de faire le mieux possible. Et je pense que c'est la majorité des agriculteurs. Mais vous avez trop de pression autour de vous et on va aussi en parler. Alors c'est parti. Bon alors j'espère que je ne vous ai pas assommé avec ma philosophie, mais je pense que c'est important. On doit se poser des questions, on doit s'interroger sur notre condition et il y aurait beaucoup à dire. On parlera prochainement de la liberté, notamment en parlant de la déclaration PAC, mais c'est pas le sujet. Alors on va commencer par la première des cultures sur lesquelles il y a eu discussion sur les interventions, c'est par exemple les colzas. Alors les colzas, dans beaucoup de régions, évidemment, les gens sont intervenus pour la protection contre la maladie majoritaire qui est le sclérotinia. Sauf que le sclérotinia, c'est un champignon qui se développe avant tout dans le sol, qui va contaminer la culture en moins de 48 heures, qui nécessite des sols humides pour évidemment sporuler, qui nécessite historiquement une présence de sclérotinia pour contaminer les plantes et une hygrométrie permanente pendant au moins 72 heures, ce qu'on n'a pas beaucoup eu dans beaucoup de régions et notamment avec des sols secs. Alors, ensuite, il y a eu l'arrivée dans certains cas de pluviométrie où des gens qui n'étaient pas intervenus pouvaient envisager de le faire, notamment au regard des pressions subies par des SMS, par des messages, des alertes, même dans les journaux agricoles, ce qui est quand même incroyable, comme si ces gens-là allaient eux-mêmes sur le terrain regarder ce qui s'y passe. Alors, l'intervention, j'y reviens pas, mais des produits utilisables en colza est très finalement un peu comme pour la fusariose. On essaye de viser au milieu de quelque chose avec un produit qui a peu de systémie dans la plante, donc c'est très difficile finalement à vraiment avoir une action positive. Certains l'ont même répété plusieurs fois. On est là dans les extrêmes, des non-interventions, 0 fongicide, avec 2 voire 3 fongicides dans certaines régions, par des gens qui poussent derrière et par des agriculteurs qui sentent qu'il y a un danger, ils sont sous pression, mais c'est presque irrationnel, on est carrément dans un autre monde. Alors, certains d'entre vous m'ont fait des commentaires très justes, en me disant « Oui, mais en 2007, il y a eu Arvalis qui avait dit de pas traiter, il n'y avait pas de pluviométrie, mais par contre, on avait des grosses rosées, et ça a contaminé le sclérotinia, etc. » Déjà, vous me parlez de 2007, on est en 2025. Donc, pour un cas, on va donc le répéter à l'infini. Bon, c'est du bon boulot, pour tous ceux qui vendent des produits, c'est du très bon boulot. On peut tous, à un moment, peut-être réfléchir pourquoi ça s'est produit en 2007. Et en 2007, c'était pas du tout la même chose. On avait des sols humides, on s'en rappelle bien, il y a eu un printemps humide et ensuite il y a eu une grande période de sec, c'est vrai, mais où là, on avait un historique de présence de sclérotinia année après année. Dans les tiges après la moisson, on observait des sclérotes. Parfois, pour ceux qui trient leur colza, on avait des sclérotes dans nos graines quand on récoltait. C'était un autre monde. Il y avait le contance qui est arrivé, ce fameux champignon qui pouvait parasiter les présences de sclérotes dans les sols, etc. On a eu cette gestion-là. Et puis ensuite est venue des variétés de plus en plus solides. On a commencé à avoir une réflexion agronomique sur le broyage des tiges, mettre les sclérotes au soleil, etc. Éloigner le colza dans les rotations, faire tout ce qui est possible pour limiter sa présence. Et puis on a enchaîné des années sèches qui ne sont pas favorables aux champignons en général, surtout ce type de champignons-là de printemps. Donc finalement, le risque pour nous, on le voyait très faible, et c'était pas la première fois, surtout qu'on ne faisait pas de fongicides dans beaucoup de nos régions. Et les agriculteurs qui ont craqué, je vous le dis, ils l'ont toujours fait à cause de la pression et non pas parce qu'ils pensaient que c'était nécessaire. Alors pour l'instant, eh bien, on a eu raison de ne pas les protéger, ces colzas, parce qu'ils n'étaient pas en nécessité de l'être. On fait aussi des plantes qui ont une autodéfense, et encore plus, il y a une belle structure de sol, si tout fonctionne bien, la nutrition n'était pas excessive, on n'avait pas un excès azoté qui fragilise les plantes, ça va être valable justement pour les céréales, etc. Donc je dirais qu'en l'état actuel des choses, ceux qui n'ont pas fait de protection, et vu le climat qui s'oriente encore pour les 10 jours à venir, vent d'est, etc., sec, sol sec, parce que même s'il y a eu 10-20 mm, c'est déjà parti.
Voilà, on pense nous pour que les colzas, et c'est pas parce qu'on a ce recul-là, hein, si on prenait tous nos flashs techniques auprès de nos partenaires, ils peuvent les suivre depuis mars, on a été cohérent jusqu'à aujourd'hui. Concernant les céréales, prenons les blés et les escourgeons, on va dire commençons par les blés, des protections, on fait du préventif. Beaucoup d'entre vous m'ont expliqué ça dans les messages, même des officiels, même des techniciens. Alors beaucoup de techniciens d'ailleurs, des excellents techniciens, il y en a plein la plaine, de la distribution comme des négoces, et ils essayent de freiner leurs agriculteurs, mais quand ça arrive, ils se font, et j'ai des témoignages qui le confirment, remonter les bretelles par leur direction qui leur dit « t'es un vendeur, t'es pas là pour ». Vous vous rendez compte? Ça, c'est un changement de paradigme, c'est un vrai changement de fonctionnement de la distribution. Hein, le chiffre d'affaires des phytos, l'année dernière, certains se vantaient de plus 20%. Donc on est bien en concurrence, il faut pas en être dupe, arrêtez de penser que vous êtes bien protégé, etc. C'est pas la réalité. Et tous les bons techniciens s'écœurent. Parce que ceux qui font de la technique, ils sont comme nous, ils observent, peut-être même qu'ils font de l'expérimentation, ils voient bien que leurs témoins non traités ne bougent pas, n'est pas plus sain que les zones qu'ils ont traitées. C'est une réalité. Alors nous, évidemment, on fonctionne souvent en prévention, je vous en dirai pas davantage, mais de dire que le reste du monde agricole fonctionnait en préventif, c'est vraiment se foutre de la gueule du monde. Tous les modèles aujourd'hui qui sont présents pour gérer les céréales, les septolis et compagnie ne fonctionnent qu'une fois la maladie présente dans la parcelle. C'est bien ce qui permet à certains de se vanter, moi je fais rien jusqu'à la dernière feuille, je jette une pierre en l'air, mais là on est bientôt à la dernière feuille, et là il n'y a plus personne qui dit il faut pas traiter, il faut y aller, c'est impensable de ne pas traiter à la dernière feuille. C'est le stade, c'est comme les régulateurs pour certains. Donc je vous dirais simplement que c'est selon le sens du vent qu'on fait du préventif ou pas. Donc voilà, s'il y a des modèles en pommes de terre qui sont purement préventifs, en céréales, dans l'état actuel des choses en France, on est plutôt, voilà, attendre que la maladie soit là dans l'objectif de mettre le moins de phyto, ce qui est complètement contradictoire. Alors nous, évidemment, notre traitement préventif, à un moment, on aurait bien voulu le faire, hein, puisqu'on fonctionne en préventif. Mais il n'y avait pas à l'époque les conditions météo. Ensuite, on a observé. Les conditions météo, il y avait des fenêtres qui auraient été bonnes, mais les maladies avaient régressé. Tout ce qu'on avait pu observer de présence de pycnide, de septo sur les feuilles du bas, les anciennes feuilles d'hiver, tout ce qu'on avait pu voir comme rouille ou choses comme ça qui arrivaient sur les orges, les rouilles naines, etc. Pchit, disparu. Par le climat, il avait fait son boulot. Donc pas de conditions d'intervention, des bonnes fenêtres, mais avec ni avant ni après des bonnes conditions, des conditions de stress pour les plantes, j'y reviens pas. Ceux qui sont intervenus à ce moment-là, parfois on fait des dégâts, c'est valable pour les colzas, mais c'est aussi valable pour les céréales. Quant à la régulation, regardez l'état réel de vos cultures. Des années lumineuses, les plantes n'ont pas eu de problème de s'allonger excessivement, et quand c'est le cas, fouettez-les, regardez l'épaisseur des gaines, etc. On a même des blés aujourd'hui à dernière feuille qui passent sous les ponts avant des tracteurs. Hein, là, l'épi va arriver, voilà. Mais on a des blés plutôt courts et qui n'ont pas été régulés pour ceux qui ne sont pas intervenus. Certains sont passés pour juste de la régulation, avec une pression du diable et des produits qui ont parfois eu des impacts. On en reparlera après la moisson. Qu'en est-il de l'état sanitaire aujourd'hui? Alors si sur les blés aujourd'hui, on ne voit pas la nécessité d'intervenir, sauf quelques variétés qui décrochent au niveau des rouilles jaunes notamment, qui sont des maladies qui en 48 heures peuvent contaminer à plusieurs dizaines de kilomètres. Donc il ne faut pas plaisanter avec ça. Là, cette période-là va un peu freiner, le vent d'Est, etc. Mais beaucoup l'ont géré avant et c'est important de le faire. Si vous aviez des foyers comme ça, là, évidemment, il y a 1 ou 2 produits efficaces sur ça et qu'il ne faut pas mégoter au niveau de la dose, il ne faut pas se tromper. Il n'y a rien de pire que d'intervenir avec des produits qui ne vont pas avoir d'action curative. Hein, et ça arrive aussi dans les mauvais conseils qu'on peut voir à droite à gauche. Donc le vrai conseil, c'est plutôt de donner les éléments. Si tu dois le faire avec ce type de produit-là à telle et telle dose en fonction de ta pulvée, etc. Mais c'est pas de dire il faut que tu le fasses et je t'amène les produits. Ça, c'est pas le fonctionnement. Vous voyez, le vrai conseil, c'est celui-là. C'est pas dans une presse, le président de l'ITB ou voilà, dans le journal Les Betteraviers, là, qui dit dans son édito, il y a des pucerons qui sont là, etc. Faut qu'ils soient sous protection. Mais c'est pas dans un édito qu'on va parler de ça. Mais c'est quoi cette histoire-là? On plaisante, les modèles qui annonçaient l'arrivée des pucerons sur les betteraves au 15 mai, voilà, ils se sont plantés parce qu'ils sont arrivés avant du coup. Donc à un moment donné, rien ne remplace quand même le terrain, l'observation chez vous de votre situation. Voilà. Et les témoins non traités vous aideraient sûrement à voir l'évolution ou pas des maladies. Donc voilà pour les céréales. Concernant les escourgeons, c'est un petit peu différent puisqu'il y a une maladie notamment qui prend de l'ampleur ces dernières années, c'est la ramulariose. Et là, il est clair qu'à la dernière feuille, il peut être justifié d'intervenir avec un produit en particulier pour la gérer par anticipation. On ne peut pas savoir s'il y en aura, il y en aura pas. Voilà. Donc certains ont fait le choix, ils intervenaient pas pour les autres maladies. Ils ont dit on n'intervient pas non plus pour la ramu. Voilà, ils ont tenté le coup et peut-être que la météo va leur donner raison parce qu'il n'y a pas vraiment des conditions quand même. Voilà, s'il n'y a pas une faiblesse de nutrition, de structure dans vos sols,
on a souvent des escourgeons que nous, on n'a jamais vus depuis 25 ans aussi sains. C'est la première fois aussi que depuis 25 ans, on ne fait pas de traitement préventif, on va dire, auprès de nos partenaires. Donc, et on ne l'a pas fait par observation. Et d'ailleurs, notre décision d'un vendredi après 10 mm n'est plus la même le mercredi au regard d'une météo qui change. Et c'est ça, en fait, qui complique la donne et qui fait que le monde agricole ne réagit plus en fonction des réalités, mais veut un truc hyper organisé. Bah alors, on intervient ou on n'intervient pas. Et ça, c'est vraiment un truc qui, moi, me dépasse. Je pense pas que c'est la bonne solution. On doit absolument être plus réactif, plus en phase avec la nature. Et si on peut éviter d'utiliser des produits phytosanitaires, mais on ne peut que mieux s'en porter au regard des réalités nature, environnementales, mais aussi des réalités économiques au regard de ce qui est en train de nous arriver sur le nez. Et j'ai l'impression qu'on s'en rend pas bien compte. Donc ceux qui sécurisent, ils sécurisent rien du tout quand c'est pas nécessaire. C'est-à-dire qu'ils sécurisent que le revenu d'autres, mais pas le leur. Ça, c'est certain. C'est une simple observation. Les blés traités ou pas traités, d'ailleurs, ne sont pas différents en termes de comportement vis-à-vis des maladies actuelles. Alors, concernant l'escourgeon, il peut y avoir eu un traitement à dernière feuille qui peut avoir été reculé jusqu'à l'épiaison, puisqu'il y a aussi des impacts maladies au moment de l'épiaison, donc essayez de recentrer ça à ce moment-là. Pour la ramulario, c'est un peu plus délicat, ça nécessite des adaptations sur la pulvérisation si on le fait aussi tard. Concernant les blés qui arrivent en dernière feuille pointante, étalée pour certaines régions déjà épiées, là on peut envisager ou pas, si la météo restait comme ça, de cumuler les deux protections ensemble, une protection septorouille, cumuler une protection sur la maladie de la fusariose. On a une vidéo sur les maladies, je vous mettrai le lien pour ceux que ça peut intéresser. Et évidemment, là, il peut être nécessaire de reculer à ce moment-là, car cette gestion qualitative des grains, avec la diminution des seuils de pénalisation sur les mycotoxines, reste quand même importante, puisque des fusarioses sur tige, on en voit. Pour ceux qui ont de l'oïdium, aujourd'hui, certaines régions ont de l'oïdium, même des régions qui n'en ont pas d'habitude, sur tige, etc. Là, pour tous ceux qui vous disent d'aller traiter, etc., bon, en gros, à part sur Ange de printemps, mais on en parlera juste après, voilà, ça fera rien. Enfin, vous faites du mal, quoi. En fait, vous avez dépensé 15 balles pour pas de résultat. En tout cas, c'est notre avis. Mais bon, moi, je suis pas votre conseiller. Je vous dis juste la réalité de ce qu'on peut observer, des produits, des choses qu'on a en main, des outils pour gérer. C'est ça qui est important. Concernant les autres cultures de printemps, on va faire très court, mais les orges de printemps arrivent souvent à épier 1 cm, voire dépasser. Certaines vont épier dans quelques temps, là, les premières semées. Entre celles semées d'automne et celles semées de printemps, celles semées d'automne se gèrent comme des escourgeons. Elles sont souvent un peu plus malades, faut bien le savoir. Donc là, il faut être très prudent. Et il peut y avoir de la ramulariose sur ces orges de printemps semées d'automne, ce qui ne sera pas le cas sur des orges de printemps semées de printemps. Donc dans ce cas-là, ça enlève voilà, donc là, c'est pareil. Orges de printemps, souvent, elles sont hyper saines. S'il y a bien une culture qui apprécie pas trop j'en avais déjà parlé, qu'on la stresse, etc., c'est bien l'orge de printemps, donc peut-être qu'on fera rien. En tout cas, pour l'instant, on va continuer de laisser aller, on verra la dernière feuille, ce qui se passe, ce qui est un stade important, puisqu'on doit essayer de garder cette feuille la plus saine possible. Les difficultés à venir, ce sont les désherbages, que ce soit en maïs, en tournesol, en betterave, etc. La difficulté de faire fonctionner des produits racinaires avec si peu, voire pas de pluviométrie. Donc vous voyez que les choses sont déjà compliquées, sans qu'on ait besoin de les compliquer encore davantage, avec des fausses informations, des pressions. D'ailleurs, nous qui sommes conseillers agricoles indépendants, avec un numéro d'agrément, nous sommes encore contrôlés en ce moment, comme si c'était nécessaire avec le foutoir qu'il y a autour de nous. Eh bien, au final, on fait pas de conseils comme ça, d'avertissement agricole, de dire aux gars de traiter, etc. Pas du tout. On donne tous les éléments de compréhension et de réflexion, les produits, les spectres, etc. Tout, ils les connaissent, ils ont les éléments écrits pour pouvoir les comparer entre eux, savoir, tiens, vaudrait mieux prendre celle-là, la fourchette haute dose, parce que là, on n'est plus en préventif, mais en curatif, etc. Voilà. Et ça, c'est la vraie reprise en main de son métier. Et je pense que c'est nécessaire, mais qu'on voit que ce sera de plus en plus dur au regard du fonctionnement actuel, le grossissement des fermes, le côté très planifié des choses, qui ne conduira pas de toute façon à une performance technique, à une performance économique. Et quand certains agriculteurs ont des rendements phénoménaux dans certaines régions et se disent pourquoi je diminuerais ça ou ça au regard de mes rendements, tu me demandes d'économiser 20, 30, 50 euros alors que voilà, ça marche comme ça depuis des années. Quoi répondre? En effet, quoi répondre? Tu pourrais faire mieux avec moitié moins, ou enfin quand je dis mieux, c'est en rentabilité, mais finalement elle est déjà élevée comme ça, donc voilà. Et ça c'est bien une réalité aussi. Mais toutes les régions sont loin d'être comme ça. Et beaucoup de vos témoignages montrent que dans les régions les plus difficiles, vous avez souvent une pression, que ce soit les prix des semences, que ce soit les conseils phyto, ça devient un peu du grand n'importe quoi. Alors s'il faut un petit peu torpiller tout ça sans trop donner de conseils précis sur les produits et tout, c'est pas notre boulot. Mais de vous dire un petit peu, je sais pas, allez regarder, voilà, si on peut vous rassurer en vous disant ce qui se passe à plus grande échelle,
Voilà, soyez globalement serein, mais ne faites pas n'importe quoi hein, si vous avez de la rouille. À ne pas confondre avec certains foyers de pucerons aussi, puisque dans certains cas, on nous envoie des photos et c'est des foyers de pucerons de 1 petit mètre carré qui ne grossiront plus aujourd'hui, qui sont liés à ce qui s'est passé dans l'automne ou dans l'hiver. Donc voilà, il faut... voilà. Alors écoutez, on va conclure cette vidéo et puis voilà, on va préparer ensuite la suivante dans cette conclusion. On va donc conclure cette vidéo un peu particulière hein, qui est assez mixée hein, par rapport à un peu de réflexion philosophique, on va presque dire, des réflexions techniques. Et donc en conclusion, je vous dirais que ce qui est quand même important, c'est la liberté d'action. Et la liberté d'action, on l'a finalement que par la connaissance. Plus on connaît les choses inhérentes à son métier, plus on est libre. Et on veut nous faire croire tout le contraire. En fait, on a un avachissement des consciences. C'est une réalité. On observe aujourd'hui que finalement, oui, mais tu comprends, et moi, c'est ça qui me chagrine. Je pense que notre métier d'agriculteur, on devrait être les garants de la nature. On devrait être les premiers à dire, mais non, non, ça je fais pas. Ça je fais pas. Tu me demandes de faire un truc là, l'industriel pour ma pomme de terre ou ma betterave ou ceci, je ne l'accepte pas. Parce que c'est moi qui, dans 20 ans, va en payer les pots cassés. On est sur des cycles très longs. Certains d'entre vous commencent à prendre un petit peu conscience vis-à-vis de leur sol et voudraient en quelques années avoir plein de résultats. Donc comme je le disais en introduction, quand certains sont en train d'ensiler des cives pour des méthaniseurs, d'autres observent leur culture se dégrader et on est en train de se dire « Ah bah demain on va refaire des forages dans ces régions-là pour arroser les légumes ». Parce que les céréales, tu comprends, c'est quand même pas normal d'arroser des céréales, mais il faut aller dire ça à toutes les régions où s'ils arrosent pas de céréales, ils ont rien. Et puis ils sont pas capables de faire des légumes. Donc, vous voyez, le monde agricole est beaucoup plus complexe que ces raisonnements binaires, ces raisonnements liés aux fameuses convictions dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont gages, pour moi, de restriction de l'esprit et qui correspondent pas justement à cette liberté. Mais pour être libre, il faut de la connaissance, il faut travailler. Vous avez ce rôle-là. Ces vidéos sont pas faites pour être regardées une fois. Toutes ces vidéos de chaîne, moi je vous ai prévenu, hein, mais moi je pense que dans 1 an, la chaîne s'arrêtera. Elle aura fait ce qu'elle avait à faire. Aux gens après de voir, certains ont pris les choses comme un mode d'emploi, c'était pas le cas, ça demande de la réflexion, de réécouter plusieurs fois. Quand je vois certaines vocations, je me dis que c'est ça qui manque. Et à un moment, il faut travailler les choses pour les comprendre. Nous, on vous donne pas des modes d'emploi, on vous donne des grandes lignes. Donc après, moi, me faire cataloguer, d'entendre des choses sur moi ou de lire des choses qui correspondent pas du tout à ce que j'ai dit, bah c'est comme ça qu'on gâche tout en fait. Et peut-être qu'on est dans une société où certains baissent les armes parce qu'ils se disent de toute façon, on changera plus rien, les gars, c'est plus possible. Moi, j'ai encore un peu espoir, mais il faudrait pas que ça traîne de trop. Voilà. Alors notamment, dans une société d'autosurveillance, bah finalement, il n'y a plus besoin de se surveiller. Là, tout le monde remplit sa petite PAC, sa petite traçabilité comme un bon soldat, en finalement faisant tout par la peur. Et tout est géré comme ça. Le prof s'auto-surveille aujourd'hui, le journaliste aussi, le politique fait même attention, et même l'agriculteur qui répète comme un pantin ce qu'on lui a bien bourré dans son petit crâne à coups de SMS, de journaux agricoles, d'applications, de réseaux, de syndicats, de coopératives. Le vrai mal, il est là au fond. N'en déplaise à certains. Il y en a, ils font le mieux possible leur boulot, mais ils sont minoritaires. Je suis désolé, je parle pas des agriculteurs, hein, je parle de ceux qui les entourent. Ils se dégoûtent eux-mêmes, ils vont changer de boulot. Les bons techniciens, ils vont s'en aller ailleurs. C'est le commerce qui prédomine. Dans des agriculteurs où c'est facile de le faire. Ils apprécient ça. Ils aiment finalement cette facilité. Ben, je t'amènerai le produit demain matin, j'ai vu des pucerons dans tes betteraves, etc. C'est nickel. On fait une croix, on fait une belle vidéo, les pieds sur le volant, avec une musique pénible, et tout va bien. Hein. Donc je terminerai par une phrase importante que j'ai entendue il y a quelques jours. Hein. Je ne vais pas vous dire où parce que je vais être encore catalogué. Mais au finalement, la principale menace, finalement, c'est sur notre liberté que c'est en train d'arriver. C'est déjà le cas. On est déjà quasiment plus libre depuis longtemps. D'ailleurs, on disait à un moment, la liberté, c'est ce que permet la longueur de la chaîne. Bah, il se trouve que la chaîne, elle est raccourcie de jour en jour. C'était Cavana, je crois, qui disait ça, hein, un humoriste. Aujourd'hui, la principale menace sur la liberté, ce n'est pas que l'on se la laisse prendre, car on peut toujours la reconquérir. Moi, j'y crois à ça. C'est que l'on désapprenne à l'aimer et que l'on ne sache plus très bien ce qu'elle est. Ça, c'est monsieur Georges Bernanos, c'est un écrivain français qui est mort après-guerre et qui avait écrit cette phrase que je trouve tellement bien que j'aimerais que vous la méditiez. Je vous la redis, la principale menace sur la liberté, ce n'est pas que l'on se la laisse prendre, car on peut toujours la reconquérir, c'est que l'on désapprenne de l'aimer et que l'on ne sache plus très bien ce qu'elle est. Sur ce, les amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je vous souhaite à tous bon courage.